dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Anne Roumanoff, qu'on ne présente plus, à l'occasion de la promo de son nouveau spectacle, L'expérience de la vie, le 26 décembre à l'Olympia et en tournée partout en France. Une observation sur le temps qui passe, le changement permanent de notre société, des questionnements très justes sur la vie en couple, sur sa place de femme, d'amoureuse, de mère, avec beaucoup de justesse et d'humour. Avec un spectacle qui s'intitule L'expérience de la vie, j'ai hâte d'entendre vos anecdotes. Bonjour Anne. Bonjour. Alors vous allez me parler aujourd'hui d'un concours que vous avez raté, c'est ça? Ouais. Ça se passe comment? Vous avez envie d'être comédienne. J'étais jeune comédienne, enfin... j'ai commencé à prendre des cours de théâtre à l'âge de 12 ans, très jeune. Ah oui. Je faisais déjà des sketchs à l'époque, mais j'avais vraiment envie d'être comédienne. Et en fait, dans les cours de théâtre, on m'a dit que les sketchs, c'était pas du théâtre, donc j'étais vexée comme un pou. Okay. Et quand j'avais 15 ans, je voulais plus faire de sketch. Et voilà, j'ai eu le bac assez jeune, à 17 ans, j'avais même pas 17 ans, je suis rentrée à Sciences Po tout de suite aussi, très jeune. Waouh. Et le conservatoire, à l'époque, on pouvait le passer que 3 fois, d'accord ? Ok. Et la limite d'âge, pendant que je voulais le passer, a changé. Donc j'avais vraiment fait des calculs stratégiques pour attendre, parce que les profs de théâtre disaient, il faut que tu sois prêt pour le cons, on disait le conservatoire. Ah oui, d'accord. Voilà. Et moi, j'étais très fan du conservatoire. Ça veut dire, j'allais aux journées du conservatoire, rue du conservatoire. J'ai commencé à y aller peut-être à l'âge de 16 ans. Okay. Je connaissais le nom de tous les élèves du conservatoire. Donc, j'y allais tous les ans comme une groupie, en fait. Et pourquoi est-ce que vous aviez choisi Sciences Po en attendant? Est-ce que c'était pour avoir un bagage de sécurité? C'est un endroit prestigieux? En fait, c'est parce que j'ai fréquenté les cours de théâtre très jeune. Donc, à 12 ans, j'étais au cours Simon pour enfants, mais à 14 ans, je suis passée au cours pour adolescents du cours Florent. Ok. Où à l'époque, il y avait déjà des gens qui ont fait des carrières depuis. Et après, je suis passée au cours carrément l'année de mes 16 ans, l'année du bac, j'ai passé au cours adulte du cours Florent. Donc, j'ai été très jeune avec des gens plus vieux que moi. Et j'ai très vite été consciente de la précarité du métier de comédien. À l'époque, il n'y avait pas Internet, mais il y avait les brochures de l'ONICEP. On disait 95% de chômeurs, très peu d'appelés, de professions aléatoires, peu d'appelés, d'élus, machin. Je venais d'une famille aussi, mon père était chef d'entreprise et quand j'avais dit que je voulais être comédienne, il m'avait dit « Tu te donnes jusqu'à quel âge pour échouer ?» Waouh. Bah, oui. Et je me rappelle, j'avais 16 ans ou 17 ans quand il m'a dit ça et j'avais répondu 25 ans parce que je me dis « Bah oui, à 25 ans, si vraiment j'ai rien fait, j'arrête quoi. » Puis à cet âge-là, on se dit 25 ans, c'est vieux, hein. c'est la limite. Ouais, non, je me voyais pas comme une loser qui allait tout le temps rater, quoi. Donc, et donc j'ai vraiment calculé le conservatoire. Et en plus à Sciences Po à l'époque, c'était maintenant. Quand j'y étais la dernière fois, il y avait plein de mecs torse nu sur la pelouse. Enfin, ça n'avait rien à voir avec ce que j'ai connu moi. Moi, c'était quand même très collé-monté, guindé, très beaucoup de gens qui voulaient faire l'ENA. Et je me rappelle que quand j'étais à Sciences Po et je disais que je voulais faire du théâtre, on me dit pourquoi tu n'intègres pas le conservatoire, comme si c'était facile en fait. Bon. Et donc je prépare ce conservatoire. Une fois, j'ai donné la réplique à un ami. Je crois qu'il avait réussi du coup. Bon, donc j'avais été une fois déjà sur cette scène et là je présente et puis il y a toute une stratégie quand on présente le conservatoire parce qu'il y a un parcours libre, il y a une scène imposée, enfin ou une scène classique, voilà. Oui, c'est un vrai concours. Ouais, un vrai concours et vraiment je crois qu'à l'époque il y avait 1200 personnes et au final ils en prennent 20 quoi. Donc c'est sûr que c'est déjà très difficile, mais il y avait quand même le premier tour et en fait donc je passe, je sais plus ce que je passais une scène de Tchekhov et peut-être un Marivaux, je crois. Voilà, et t'as les résultats le soir même, en fait, c'est affiché. Et donc, je me rappelle très bien que j'ai vu cette liste où j'étais pas, mais pour moi, vraiment, ma vie s'est effondrée, quoi. C'est-à-dire, des rêves que j'avais depuis plusieurs années, tout ça s'effondre et je suis en larmes et je me rappelle avoir traversé le boulevard Montmartre. Alors, je suis pas du tout suicidaire, mais j'ai pensé me jeter sous une voiture. Je l'aurais pas fait. Désespoir. Mais en plus, on peut pas se jeter sous une voiture qui roulait au ralenti dans un boulevard qui était embouteillé. Mais pour dire que alors je sais plus quel âge j'avais. Je pense que j'étais déjà à Sciences Po au bord de sortir, donc je devais peut-être on est en 86 ou 85. Je pense voilà dans ces eaux-là. Mais j'ai 20 ans et c'est très dur, quoi. Et puis, on n'a pas d'explication. On te dit pas. Et après, j'ai su, alors je sais pas comment, que j'avais été au bord. C'est-à-dire que C'est presque pire. Ah non, mais j'étais limite, j'étais tangente, quoi. Mais pour moi, c'était un tel rêve, cette histoire. Je vous dis, je connaissais tout le nom des élèves du conservatoire par cœur.
Il y avait vraiment, j'étais groupie de ce truc. Et je trouvais les locaux magnifiques et je me voyais étudier. Enfin voilà, c'était vraiment un rêve, quoi. Ouais, et puis vous êtes construite pendant l'adolescence avec une partie de vous au théâtre. Vous étiez tout le temps en cours, en train de travailler ce tempérament-là de vous à une période de sa vie où... Et j'ai raté aussi, alors il y avait l'école de la rue Blanche qui était moins prestigieuse. Alors là, pour le coup, je l'ai passée 3 fois. Ah, mais la rue Blanche, maintenant, c'est la salle de sport Blanche. J'en ai entendu parler. Absolument, c'était mythique aussi, ça, je crois. Ouais. Oui, mais c'était moins prestigieux. Donc là, j'y avais été plus cool. Et donc là, à chaque fois, on avait une scène imposée, un parcours libre. Okay. Je l'ai raté 3 fois. Mais la 3e fois, on est en 86, je pense. Et là, je fais un sketch où je me moque. Je pense que le conservatoire, c'est en 85. Donc l'année de mes 20 ans que je rate. Mais en 86, je repasse la rue Blanche pour la 3e fois. Et là, on a le droit de faire un parcours libre. Et là, je fais un sketch où je me moque des élèves comédiens. Wow. Et en fait, ils rient, le jury rit, mais toujours, ils ne me prennent pas, quoi. Pourquoi? Parce que vous correspondiez pas à ce qu'on attendait d'un élève à l'école je sais pas. Blanche. J'étais atypique, trop peut-être. Et je me rappelle très bien que il y avait un ami, on avait traversé Paris la nuit, il m'avait consolé et tout, mais c'était aussi, mais c'était moins dur que le conservatoire. Pour moi, le pire, ça a été le conservatoire. Qu'est-ce qu'on se dit lorsqu'on n'a pas l'école pour laquelle on a bossé une bonne partie de sa vie? Non, mais après, j'étais aussi consciente, quand vous avez 20 personnes sur 2000, c'est pas un concours facile, quoi. Non. Donc, il y a pas, et puis, le théâtre, c'est subjectif. C'est l'avis du jury à l'instant T. Est-ce qu'on correspond, voilà. Mais c'est vrai, quand on a 20 ans, c'est compliqué, quoi. Et puis on ressent tout tellement plus fort à cœur. Mais en fait, après, je crois que je l'ai passé qu'une fois parce que après, je pense que j'ai commencé à faire des sketchs. Comment ça s'est passé la suite? Comment est-ce que vous avez réussi à vous dire, allez, je vais remonter sur scène, parce que c'est pas évident pour la confiance en soi aussi? En fait, j'ai vraiment tout le temps fait des cours de théâtre entre 12 ans et 22 ans, mais vraiment tout le temps, quoi. Donc, c'était en changeant plusieurs fois de cours. J'avais aussi raté, alors, la fille qui rate tout. J'ai raté. Quand on voit votre carrière, on dit que vous avez plutôt. Non, mais il y avait le concours de la classe libre du cours Florent, donc c'était en 3 tours, avec François Florent, paix à son âme, qui nous a quittés il y a pas longtemps. Et en fait, j'étais donc au cours Florent pour adultes, en fait. Et je passe ce concours. Et en fait, il me refuse au premier tour. Et là, c'était que François Florent. Vexant. Hein. Oui, mais alors il avait dit à mon prof, oui, mais comme de toute façon, elle aurait pas eu le 3e tour, je l'ai éliminé. Donc j'ai même pas eu la chance de passer devant un jury. C'était vraiment ça. Et puis après, il y avait mon prof que j'adorais, qui était dans le cours Florent pour adultes. Il avait trop de monde dans sa classe, donc il fait une 2e liste et il m'éjecte de son cours. C'est pas possible. Ouais, donc là, j'ai changé. J'étais trop vexée. Je suis partie du cours de théâtre. Voilà. Est-ce que ça vous a boosté à écrire à côté en vous disant merde, je vais leur prouver quelque chose, non? C'était pas comme ça dans ces termes-là, mais disons qu'en fait j'ai aussi raté le concours de Sciences Po de sortie, c'est-à-dire on a le droit de le passer 3 fois. Attendez, il y a un concours de sortie aussi? Ouais, pour passer le diplôme. Ouais. Oui, mais disons que, en fait, après la première année de Sciences Po, à l'époque, ça s'appelait l'année préparatoire, on pouvait être viré définitivement. Okay. Et moi, j'ai tellement bossé que j'ai réussi j'étais terrifiée de ça. Donc, c'était l'année de mes 17 ans, j'ai bossé comme une malade pour ce concours de Sciences Po. J'ai réussi du premier coup, enfin, la première année. Donc, et après, j'avoue que je faisais du théâtre et que je me la suis coulée douce en me disant, oh, Sciences Po, c'est cool. Et franchement, j'ai pas foutu grand chose pendant 2 ans, mais je me la coulais vraiment douce. Je faisais des cours de théâtre, j'allais dans les cafés, je faisais la vie d'étudiante, j'allais au resto U, j'ai glandouillé quand même. Mais, après, j'ai 18 ans à l'époque, en fait, donc c'est pas non plus grave, quoi. Mais je crois qu'il faut un peu passer par là aussi. Oui, oui. Mais ce qui fait que je suis arrivée un peu au premier diplôme de Sciences Po, la fleur au fusil, en me disant et paf. Et il y avait une épreuve qui était très importante, qui était le grand oral. D'accord. Ah, waouh. Et vraiment, c'était une épreuve. On avait 1 heure pour préparer un sujet, il fallait parler 10 minutes dans un plan de Sciences Po. Et moi, je me dis, ils proposaient des préparations à l'oral. Je fais, j'ai pas du tout besoin. Moi, je suis comédienne, je maîtrise l'oral et tout. En fait, j'arrive premier, et je tombe sur un sujet un peu compliqué qui était les partis politiques sous la Ve République. Et là, je sais pas, je fais 20 minutes au lieu de 10, d'accord? Donc le mec il me dit vous avez fait 20 minutes, je dis pas du tout. L'assurance. Ouais. En fait donc j'ai eu 6,5 sur 20. Donc là c'était quand même une grosse claque. Deuxième truc, donc du coup je suis punie en fait tout l'été je dois bosser, il y a une session en septembre. Donc là ça va, en même temps j'ai 20 ans mais moi ça me paraît long, chiant, Comment ça se passe avec vos parents?
J'ai l'impression qu'il y a aussi non, quand ils on étaient a cool. un Non, papa non. qui réussit. Non, ils étaient cool. Non, ça, Ok. ils m'ont pas fait pression, non. Mais donc je bosse tout l'été, je repasse le diplôme. J'avais bossé. Et là, je retombe sur Grand Oral, c'est un sujet qu'on tire au sort. Et là, je tombe sur la politique des taux d'intérêt, mais un truc très chiant auquel je comprenais pas grand-chose. Ouais. Donc là, ça se passe un peu mieux et j'ai 9,5 sur 20. Mais j'ai toujours pas le diplôme, je le rate. Donc je redouble. Donc là, on est entre mes 20 et mes 21 ans, parce que j'ai eu le diplôme de Sciences Po en juin 86. Donc c'est quand même un peu l'année de tous les échecs, les 20 ans, parce que je plante le conservatoire, je rate 2 fois le diplôme de Sciences Po. Et donc là, je refais parce que pour moi, il était j'aurais pu laisser tomber, mais je voulais pas sortir de Sciences Po sans diplôme. Je me suis pas fait chier 3 ans pour. C'est clair. Donc là, je bosse vraiment. Et là, dernier diplôme, enfin dernier sujet à l'oral. Je me rappelle, il y avait Michel Cotta dans le jury. Et c'était c'est à l'époque de la privatisation de TF1. Donc là, je tombe sur un sujet média. Parce que j'avais fait spécialisation information communication. Et là, je me rappelle plus la formulation, mais c'était la privatisation des chaînes, voilà. Et donc, je me rappelle très bien que j'avais fait une conclusion de Sciences Po typique en disant « La privatisation de TF1 peut donc être la meilleure ou la pire des choses, tout dépend comment elle sera appliquée. » Et là, ils rigolent tous. Mais j'ai eu 12,5, ce qui était vraiment une bonne note, parce que c'était assez dur. Bien sûr. Je suis quand même passée de 6,5 à 12,5 oui, c'est ce que j'allais dire, vous avez doublé, quoi. Mais après, le sujet m'inspirait beaucoup plus que les partis politiques ou les taux d'intérêt. Donc, et c'est très intéressant aussi, cette conclusion. J'ai remarqué, j'ai bossé avec des chercheurs il y a pas longtemps, qu'on posait beaucoup de questions et qu'on n'y répondait pas toujours. Je sais pas si vous avez remarqué ça aussi. Donc, cette conclusion ouverte, là, comme ça, très smart. Pour Sciences Po. Et du coup, donc j'ai mon diplôme enfin. Donc là, on est en juin 86. Et en fait, avant d'avoir le diplôme et les résultats, j'ai une opportunité par mon dentiste qui connaît un chef du village à Djerba en Tunisie, d'accord, au Club Med, et il cherchait quelqu'un pour être babysitter de son fils qui avait 6 ans. Pas payé. Mais j'ai dit, mais moi, ça me plaisait d'aller passer l'été au Club Med, et je me dis, là-bas, je vais oser faire des sketchs, parce que dans les cours de théâtre, on me disait, c'est pas du théâtre. Donc, je vais avec cette idée-là. Puis là, vous êtes loin de tout, loin du regard des autres. C'est ça. Et donc, je vais là-bas, ça se passe bien. Et en fait, je n'ose pas dire que je veux aller sur scène. Donc, je me rappelle qu'un jour, on téléphonait dans des cabines téléphoniques et j'ai ma mère au téléphone. Elle me dit, mais alors, t'as fait tes sketchs? Je dis, non, j'ose pas. Mais alors, t'es venue pour ça, fais-le. Me dit ça, je dis ok. Oui maman. non mais elle a eu raison. Elle a eu raison. Si elle m'avait pas dit ça, est-ce que j'osais pas? Et là, il y a une soirée GOGM au bord de la piscine de Djerba. Et donc, on s'était ouvert aux gens qui étaient là en vacances et au Géo. C'était une soirée mixte. Et je dis, moi, je peux faire quelque chose et tout. Donc là, j'écris en 3 jours ou 2 jours un sketch sur les gens qui venaient au Club Med, en me moquant d'eux. Trop drôle. Et le chef de village, il a tellement pas confiance en moi qu'il me dit, je vous présente comme Géo ou comme GM. Je dis, je te présente. Il me dit, j'ai dit, non, quand même, je suis Géo, etc. Et donc là, je passe au bord de la piscine et je fais un carton en me moquant. Alors, c'était vraiment le soir, avec un micro comme ça à la main au bord d'une piscine, et je me moque des gens, et voilà. Sauf qu'ils me disent, grisant. Non, il me dit, tu peux le refaire, mais comme les spectacles tournent tous les 15 jours, tu peux le refaire dans 15 jours. Et moi, je savais que je partais un mois après, quoi. Donc j'avais les boules. J'ai dit, putain, ça me frustre. Et là, il y avait un mec qui avait un restaurant typique où il y avait du couscous au bord de la plage, et il me dit, si tu veux, je t'ai vu, tu peux venir chez moi 3 fois par semaine. On parle pas d'argent, c'est pas payé. Ok, mais tu m'offres le couscous. Non, mais même pas, c'était pas payé. Et donc j'allais, je dis super, et donc j'allais 3 fois par semaine dans ce restaurant typique. Donc là, il y avait vraiment une petite scène de fortune avec des bancs assemblés, un micro, et je faisais mon sketch à la fin du repas. Mais ça m'a permis de me muscler, de prendre confiance. Et puis après, j'ai été prise en sympathie par un mec qui était, je crois, moniteur de tennis, et il avait des sketchs. Donc on a fait des sketchs à 2. Des couples qui s'engueulaient, je sais pas, etc. Et puis on avait fait aussi un moniteur d'auto-école avec une fille nulle. Trop marrant. Qui conduit, je sais pas, c'était un bout de sketch qu'il avait, on l'a réadapté. Et en fait, ce mec, je l'ai revu des années après. Il m'a dit qu'après, il avait cherché d'autres filles enfin, il avait jamais trouvé quelqu'un avec qui ça marchait aussi bien que. Et c'est pas trop stressant dans un restaurant, parce que dans une salle de théâtre, les gens sont un peu dans le noir, on voit pas trop les visages. Franchement, je débutais, pour moi, c'était un exercice. Ça vous a pris pas comme fait un peur? entraînement. Non, parce que moi, voir les visages comme ça, qui me regardent en mode, vas-y, fais rire, je sais oui, pas. mais là, j'avais tellement une soif d'expression, j'avais tellement eu d'échecs et de refus que, enfin, vous voulez bien de moi quelque part, donc, ça donne de la force. Et c'est après cet été au Club Med, que je suis rentrée à Paris et que j'ai refait des sketchs en imitant les gens des cours de théâtre. J'ai fait rire dans les cours de théâtre.
Et il y a eu aussi tout un truc dans le cours de théâtre parce que la prof qui était là a dit ça n'est pas du théâtre. Donc là, je suis partie en pleurant. Il y avait un rideau. J'ai marché. Je voulais faire une sortie spectaculaire, mais j'ai tiré le rideau de la salle et je suis rentrée dans le mur. Oh non. J'ai été pleurer non. dans une pièce. Après, des élèves sont venus me consoler. Et là, il y a eu comme une révolte des élèves du cours de théâtre qui ont été voir le directeur du cours, Maurice Sarrazin. C'est un grand homme de théâtre qui avait fait le Grenier de Toulouse et qui est disparu il y a quelques années. Et ils ont dit, mais monsieur, pourquoi vous dites que c'est pas du théâtre? Si nous, ça nous a fait rire. Donc le lendemain, devant la révolte des élèves, il a dit, bon, refais-moi tes sketchs qu'on voit quand même. Je refais mes sketchs, les gens rigolent, parce que je me moquais vraiment des gens qui faisaient du théâtre. Enfin, leur manière de faire. Et il a dit cette phrase qui m'a quelque part libérée, il a dit, c'est du théâtre, mais il faut travailler. Et en fait, c'est une phrase qui m'a ouvert, puisque c'était du théâtre, j'avais le droit. Ça vous a donné l'autorisation. Ouais. C'est hyper chouette ce parcours, à la fois la force que ça vous a donné de j'en ai marre, j'ai tout raté, je veux partir, et puis la liberté que ça vous a offert ces vacances-là aussi, loin du regard des autres, pour vous loin exprimer. Du regard des cours de théâtre, ouais. Puis il y a un certain snobisme aussi, j'ai l'impression dans le théâtre, où ça doit être du théâtre ou ça ne l'est pas, manifestement, vous confirmez. Et tout d'un coup, là, vous avez une scène libre où vous pouvez juste vous amuser, faire ce que vous aimez. Ouais. Et donc, après, je rerate la Rue Blanche. Et là, on est en septembre. C'est pas grave, c'est une salle de gym maintenant. On est en septembre 86. Et en fait, j'ai mon diplôme de Sciences Po. Et là, donc là, je me suis dit, je vais faire du théâtre intensivement. Et là, je me suis dit, je vais passer des auditions. Donc, parce que j'avais, finalement, ce que j'avais commencé au Club Med et puis fait avec, je refais un espèce de truc où plein de personnages parlent de la réussite. Donc là, j'ai un numéro de 20 minutes ou 10 minutes et je commence à passer des auditions. Et ma première audition, c'était une annonce dans Libé pour un nouveau cabaret qui s'ouvrait et je suis refusée. Mais en fait, j'avais l'habitude. Donc en fait, ça m'a pas détruit. J'ai continué et puis finalement, j'ai été acceptée. Alors au début, dans je sais pas, un petit cabaret qui était rue des Canettes chez Georges, qui était en sous-sol. C'était vraiment une cave, quoi. Ah ouais. Et donc là, fallait faire venir des gens. Ok. Des amis à moi, fallait que je les fasse payer. C'était au chapeau, c'est ça, non? Non, même pas, mais ils devaient payer l'entrée, en fait. Et moi, après, je sais même pas si j'étais payée ou très peu. Voilà, j'ai fait ça. C'est une belle arnaque. Si vous ramenez les gens qui oui, payent. mais c'était comme ça. Je trouve que les comptes sont pas bons, là. Voilà. Mais là, j'ai commencé à faire plein de petites scènes. Je me rappelle, j'ai joué au-dessus d'un restaurant, dans le passage des variétés, qui s'appelait Le Cœur de l'Orient. Ok. Qui était Je me rappelle d'ailleurs que Vincent Cassel, qui était dans le même cours de théâtre, s'était déplacé pour venir me voir, ce qui était super gentil, parce que il y avait 4-5 personnes. Enfin, je jouais devant 10 personnes, voilà. Et après, il y avait aussi un truc qui était au Tintamarre, au Hall, c'était une scène ouverte tous les samedis. Et les artistes passaient. S'ils plaisaient pas les artistes, on leur lançait des... Je sais pas qu'est-ce qu'on lançait. C'est pas possible, pas des tomates ou des... Non, pas des tomates, mais des... Oh, mais je sais pas, on leur lançait des trucs sur scène. Mais mon Dieu, mais le cauchemar. Si. Et en fait, l'artiste passait, et puis... Alors, il y en avait qui recevaient... Mais je sais plus... Pourtant, je me rappelle plus ce qu'on recevait sur, je sais pas, des pelotes de... C'était pas des trucs qui faisaient mal, mais on mais bon, l'humiliation. Oui. Et donc moi, j'osais pas passer, donc j'allais tous les samedis regarder. Pourquoi? Et finalement, j'ose passer. Je suis même sélectionnée pour la Timbale d'Or, ce qui était très prestigieux. Et en fait, la semaine d'après, ils ont supprimé ceci. Ah, c'est des savates. Ils recevaient des savates sur scène. Donc le public avait des savates. Et si les artistes et moi, je m'étais dit, mais quelle horreur, jeter une savate sur un artiste. Mais jamais je ferais ça, c'est horrible. Et en fait, à force d'assister tous les samedis, il y a une fois, je me rappelle, je crois que c'était un chanteur, j'ai trouvé épouvantable. Et là, j'ai lancé une petite savate. Mon Dieu, c'est horrible. Je l'ai fait. Et après, ils ont supprimé ce système, voilà. Et donc là, j'ai joué là. Et en fait, après, il y a eu l'audition pour la classe qui était genre, je sais pas, en avril 87. Ils avaient vraiment passé une annonce à la télé en disant on cherche des humoristes, machin et tout. À l'époque, il y avait très peu d'humoristes, donc ils ont vraiment dû ratisser pour trouver dans toute la France. Il y avait une pénurie quelque part, en fait, parce que c'était pas un métier du tout à la mode. C'est fou comme ça a changé. Ça a changé, ouais. Et du coup, il y avait plein d'amis qui m'ont dit, tu sais, il y a une annonce, machin. Donc, en fait, il y a plein de gens qui me l'ont dit, dans les gens que je connais. Donc, j'ai passer l'audition. C'était à la mairie du 13e. Et là, je fais quelques mots. On me dit merci. Je me dis, ok. Comme d'habitude. Quand je sors de la salle, il y a Guy Lux. Je connais la porte d'entrée. Il y a Guy Lux qui me suit du regard, machin. Je me dis, bon. Et en fait, je reçois le soir même ou le lendemain un message en disant que vous avez été sélectionné. Et j'ai tellement pas confiance en moi. Je dis, ah bon?
Vous êtes sûr? Non, je dis, vous êtes sûr? Oui, je lui ai dit, vous êtes sûr? Oui, oui, c'est bien vous. Je dis, ah bon? J'étais vraiment très surprise. Et je me retrouve, on me donne un rendez-vous dans des studios, je me retrouve maquillée, coiffée. Là, on est en mai 87, donc c'est moins d'un an après ma sortie de Sciences Po. J'ai même pas 22 ans. Oui, c'est ça, c'est lunaire parce qu'en fait, le timing est dingue, quoi. Ouais. Tout est tellement compacté. C'est-à-dire, je sors de Sciences Po en mai 86 et je passe à la télé en mai 87. J'ai même pas 22 ans. Ouais. Et je passe, et je me retrouve donc au maquillage. J'avais jamais été maquillée, j'avais jamais fait d'émission de télé. Il y avait à peine une répétition. Et donc il y avait Fabrice qui présentait et là je me retrouve debout, on me dit tu regardes la caméra, il y a lumière rouge, c'était en direct en plus. Mon Dieu, en direct. Oui, mais je crois que je m'en rendais pas compte parce que j'étais tellement contente qu'on veuille bien de moi quelque Ouais, part. bien sûr. J'étais contente d'être payée aussi parce que ça me changeait, j'étais Bien pas payée sûr. d'habitude. Puis on fait le conservatoire pour avoir du boulot, in fine. C'est Oui, ça oui. le but. Hein. C'est Donc pas je me juste, retrouve, je fais un sketch. Bon, ça se passe bien, il me rappelle et donc j'y vais régulièrement. Et à partir de là, ça a un peu ouvert les choses parce que là, j'ai un oncle qui était dans le théâtre à Nice et il me dit, tu sais, j'ai une amie, elle a une cave à Avignon, il cherche un spectacle. Est-ce que il y a ça des t'intéresse? savates. Non, il n'y avait pas de savate, c'était aussi une cave. Ça s'appelait la Casa d'Irène. Je me rappelle, c'était rue Bancas à Avignon. Et là, on est un mois avant le Festival d'Avignon, ou un mois et demi. Elle a eu un désistement. Est-ce que tu veux le faire? Et j'ai, à l'époque, 20 minutes de spectacle ou 30. Il faut faire 1 heure. Okay, on est un mois avant. Et avec l'inconscience de mes 22 ans, je dis oui. Et donc là, j'ai eu un mois pour monter 40 minutes, ce qui est absolument rare. Je stresse pour vous, là. Et donc, mais en fait, alors, et le Festival d'Avignon, donc j'y vais, j'avais jamais fait le Festival d'Avignon, je connaissais, très peu. Et en fait, le premier jour, il y a personne. Je jouais à 19h, personne. Wow. Donc, je repars. Deuxième jour, 5 personnes, 5 payants. Donc, à l'époque, je faisais un sketch où je faisais une prof qui parlait à des élèves, mais j'avais même pas assez, avec les 5 personnes d'élèves. Pour le sketch? Non, donc du coup, je parlais à des gens imaginaires. Voilà. Et en fait, troisième jour, j'ai eu 15 personnes. Et après, par le bouche-oreille, le spectacle a été un succès, c'est-à-dire que j'ai tourné à 45, 60 personnes dans une salle de 60 ou 80 places. Donc, c'était un gros succès. Et puis, à Avignon, c'est pas facile de se démarquer. Non, c'est pas facile. Bon, à l'époque, il y avait moins de spectacles quand même, mais donc j'ai fait un succès à Avignon comme ça, quoi. C'est joli quand on voit votre parcours parce que tous ces refus au départ, j'ai l'impression que ça vous a donné la liberté de vous dire bon bah de toute façon puisqu'ils veulent pas de moi, bah je vais faire ce que j'ai envie de faire et je vais. Je sais pas, je parlerai pas en termes de liberté. Je pense que j'ai quand même un côté teigneux où je me suis pas découragée parce que j'aurais pu. J'ai beaucoup pleuré quand même. Hein, et très persévérante. Et puis après, donc je sors d'Avignon. Là, on est en 87. J'ai ce spectacle et je me dis, bah je veux le jouer à Paris. Donc là, je passe des auditions. Et première audition au Bec Fin, ils me refusent. Après la deuxième audition au Blanc Manteau, Marc Praca qui me dit je te prends. Et je me rappelle de son adjointe qui dit quoi, le week-end alors? Il a dit non, en semaine. Wow. Il l'a regardé dans les yeux, il dit non, en semaine, tous les jours. Et à l'époque c'était 6 fois par semaine, c'est-à-dire c'était du lundi au samedi. Et je me suis retrouvée, je crois, j'ai dû commencer au Blanc Manteau, je sais pas, peut-être février 88, et j'ai joué 9 mois non-stop. Wow. Parce que j'avais tellement peur de demander un jour de repos et que... Et qu'on vous prenne plus. Oui, qu'on me prenne plus ou qu'on prenne ma place. Ou que... J'ai l'impression que vous parlez avec beaucoup de tendresse de ceux qui vous ont laissé la place ou qui vous ont pris sous leur aile, quoi. Ça marque ça aussi. Pas pris sur leur aile, mais c'est vrai que les premiers oui sont très importants. Quand on avait reçu tellement de noms, Guy Lux, ça a été un premier oui. Marc Praca au Blanc Manteau, ça a été un oui. Après, il y a eu Philippe Bouvard qui m'a pris à Bobino, Jean-Claude Brialy au Bouffe Parisien. Enfin, et d'ailleurs c'est marrant parce que quand je regarde, c'est Laurent Ruquier qui m'a pris à la radio. C'est beaucoup des hommes en fait qui m'ont dit oui. Qu'est-ce qui vous a donné confiance en vous? J'imagine que ça se construit petit à petit. C'est un métier qui est très rude pour ça. Qu'est-ce qui vous a permis de, je sais pas, de déployer vos ailes? C'est un peu cucu de dire ça, mais vous voyez ce que je veux dire? J'ai mis beaucoup de temps à avoir confiance en moi et je sais même pas si j'ai encore, au bout de 35 ans, confiance en moi. J'entends que des artistes dire ça, ça me déprime parce que je me dis peut-être que quelque part, non. Non, mais après, je veux dire, la confiance en soi, c'est pas genre on a confiance en soi, on n'a pas confiance en soi. Il y a des moments où j'ai confiance, d'autres pas. Et après, je pense que un artiste, c'est important de douter. Après, trop de doutes, c'est fatigant. Mais un artiste qui doute pas, c'est pas bon en fait, parce que du coup, on est dans des certitudes. Et moi, je suis quelqu'un qui doute énormément. Vous retravaillez vos blagues beaucoup?
Oui, beaucoup. Alors, j'appelle pas ça des blagues, j'appelle ça mon texte. Pardon. Oui. C'est là où on se dit que je suis podcasteuse et pas humoriste. Non, oui, c'est beaucoup de travail, de mise au point, de recherche, oui, bien sûr, de tests. Et comment est-ce que vous trouvez la créativité dans tout ça? Est-ce que c'est en observant les gens? Est-ce que j'observe énormément les gens, bien sûr, mais après la créativité, je pense qu'il y a des gens plus ou moins créatifs et moi, pour l'instant, j'ai la chance, je me dis pas, j'ai pas d'idée ou je sais pas quoi, et je donne souvent des idées aux autres aussi, c'est-à-dire, non, mais même dans d'autres métiers, je dis, tu devrais faire ça, c'est une bonne idée. Je dis, c'est ouais. pas mal d'être dans votre entourage. Non, mais j'ai souvent des idées, en fait, je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais c'est dans je pense que j'ai une nature créative, voilà, tant mieux, enfin. Mais après, oui, évidemment, j'observe énormément les gens autour de moi, j'observe la société, j'observe ce qui se passe, bien sûr. Bah, c'est ce qu'on voit dans votre nouveau spectacle, d'ailleurs. C'est aussi une rétrospection sur votre vie de femme, on le disait, dans cette société. C'est intéressant, toute cette réflexion-là. Je me suis dit que j'allais ramener ma mère parce que je pense que ça peut même créer du dialogue entre nous parce que, par exemple, le zoom sur le portable, ça, elle me le dit tout le temps. Et moi, je rigole, mais je sais qu'un jour, je vais y passer aussi. Comment est-ce que vous regardez aujourd'hui cette période-là, le commencement de votre carrière? J'ai l'impression qu'il y a pas mal de tendresse dans tout ça. Bah oui, il y a de la tendresse parce que j'ai de la tendresse pour la personne que j'étais. Ça me fait pleurer quand j'y pense. Non, mais de me dire, si j'avais su à l'époque que ça irait, je me serais moins... C'était quand même une période douloureuse, voilà, vraiment. Et en plus, je dirais que je me suis pas tellement occupée des mecs à cette période-là parce que j'étais tellement obnubilée par mon métier, par la réussite et l'importance que ça avait que du coup, j'ai aussi... j'étais pas très dans la jeunesse, côté on profite, non, parce que ça me prenait beaucoup d'énergie, ça, mais en même temps, je pense que je souffrais tellement parce que c'était viscéral pour moi d'être comédienne. C'était pas un petit désir, genre j'ai envie d'être comédienne. C'était quelque chose qui venait des tripes. C'était ça ou mourir presque. Donc c'est aussi pour ça que finalement peut-être que j'ai trouvé la force et la voix pour le faire. Merci beaucoup. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.